En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Montebourg. C'est son combat depuis qu'il a quitté le ministère de l'économie, redonner à la France sa souveraineté en matière politique, en matière industrielle, mais aussi en matière juridique. Il en est convaincu, les magistrats, et notamment ceux du Conseil d'État, ont une responsabilité dans la mutilation juridique de la souveraineté française. Dans une note, il n'hésite pas à taper sur l'institution et à faire des propositions iconoclastes pour sortir la démocratie française de l'emprise des juges. Il nous parlera de cette note et plus largement de sa bataille pour redonner le contrôle de leur destin aux Français. L'état de droit est-il en train de devenir le gouvernement des juges? Quelle est l'influence du droit européen sur la vie politique française? Quelles conséquences sur la démocratie? Faut-il encadrer le pouvoir des cours suprêmes? Cela passe-t-il par une réforme constitutionnelle? Tout de suite, les réponses d'Arnaud Montebourg en toute vérité. Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce dimanche pour parler d'une note que j'ai eu la chance de lire. Une note que vous adressez au Conseil d'État pour leur dire qu'ils ont joué un rôle négatif finalement dans la souveraineté française, enfin pour leur dire qu'ils jouent un rôle aujourd'hui dans la perte de souveraineté de notre pays. Peut-être commençons par vous allez commencer par nous raconter comment vous avez eu l'idée d'écrire cette note au Conseil d'État. Je crois que vous avez été invité justement dans le cadre d'un colloque pour parler de la souveraineté et que vous les avez surpris en leur disant qu'ils étaient une partie du problème. C'est vrai que je n'ai aucune raison de m'inviter au Conseil d'État. Je ne suis même pas justiciable. Le Conseil d'État étant la juridiction administrative suprême, elle a irrigué toute ma jeunesse de jeune juriste. Mon métier initial était d'être avocat. Et il se trouve qu'ils ont eu l'idée de m'inviter dans le cadre d'une étude sur la souveraineté et les problèmes que pose la souveraineté nationale. De m'inviter à venir leur parler. Je n'étais d'ailleurs pas le seul, j'ai croisé des gens très très bien dans le couloir qui ont certainement défendu des positions et je leur ai expliqué que c'est vrai que les problèmes de souveraineté sont tout à fait importants. On est en train d'accumuler des contre-performances sur le sujet. Quand je dis contre-performances, c'est même des atteintes profondes. Souveraineté économique très affaiblie, la balance commerciale dans un état épouvantable. Il n'y a guère que le gouvernement qui ne s'en soucie pas, c'est bien dommage, parce que c'est le juge de paix de notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Si vous achetez tout ce que vous consommez, d'abord vous êtes obligé d'emprunter pour le faire, c'est ce que nous faisons, nous consommons à crédit, et en plus vous vous appauvrissez parce que vous donnez de la richesse à d'autres plutôt qu'à vous-même dans l'acte de production-consommation. Deuxièmement, comment finance-t-on ça? C'est la balance des paiements, donc en fait finalement ce sont des flux financiers venant de l'extérieur qui viennent compenser ce déséquilibre profond. Je donne les chiffres. 100 milliards de déficit pour la France, 170 milliards d'excédent pour l'Allemagne, 65 milliards d'excédent pour l'Italie. Vous voyez, et on s'est encore plus aggravé que la Roumanie, la Grèce, tous les pays qui étaient quand même très en difficulté en Europe. Donc ça, c'est le tableau économique. Vous avez le tableau politique. Quand les Français, en 2005, ont voté contre le traité constitutionnel européen en disant « nous, ça ne nous convient pas », de façon très nette, très claire, et qu'on a quand même fait passer par un accord, à l'époque, droite-gauche, Hollande-Sarkozy, contre la volonté du peuple, le droit européen qui avait été rejeté par référendum des Français, il y a eu là le nœud d'un divorce futur. Fracture démocratique, effectivement, deux combats qu'on vous connaît pour la souveraineté industrielle et la souveraineté politique. Et là, vous mettez sur la table un troisième aspect de la question qui est la souveraineté juridique. C'est ce que j'appelle la souveraineté mutilée juridiquement. Alors, qu'en est-il? Les conseillers d'État ont dit, mais alors, quel est votre avis? Je dis, mon avis, c'est que vous avez une responsabilité dans la mutilation juridique de la souveraineté de notre pays. Vous avez finalement décidé
dans 2 décisions très importantes, que tous les étudiants en droit, les magistrats, les avocats, tous les juristes connaissent par cœur. Dans 2 décisions, vous avez pris une responsabilité extrêmement grave qui a eu des conséquences immenses. La première, c'est un arrêt de principe qui s'appelle Nicolo en 1989. Jusqu'en 1989, lorsque le Parlement prenait une décision dans la loi qui contredisait un traité européen, une décision européenne... C'est la loi qui primait. C'est la loi postérieure qui primait, la loi française. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le Parlement est souverain. Il représente les Français. Les Français, d'ailleurs, peuvent congédier leurs parlementaires quand ils ne sont pas d'accord. Sinon, la démocratie est totalement figée par les traités. Quelle que soit la nouvelle majorité qui est élue, elle est tenue par les traités précédents. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Elle est surtout entre les mains d'une interprétation qui appartient au seul juge. Mais le Parlement, qui est souverain, doit pouvoir dire ça, c'est pas possible. Ça, on n'est pas d'accord, on corrige. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et le Conseil d'État, dans sa sagesse historique, depuis qu'il existe, c'est-à-dire Premier Empire, a pris toujours le soin de dire « je respecte la loi, je n'ai pas le droit de contrôler la loi », c'est-à-dire d'écarter la loi au profit d'un traité, d'une directive européenne ou de je ne sais quelle norme internationale. Vous avez été ministre, est-ce que vous avez été lié vous-même par cet arrêt vous avez eu la volonté de faire passer des choses au Parlement et on vous a dit c'est pas possible parce que les juges vont s'y opposer. Les conséquences sont extrêmement importantes puisque à chaque fois que vous prenez une décision, vous passez votre temps à vous demander, et c'est vos collaborateurs qui rappliquent avec leurs notes juridiques en disant « mais monsieur le ministre, c'est pas possible parce que l'Europe, la Commission, vous vous rendez compte, ils vont pas être d'accord. » Je dis « mais peu importe qu'ils vont pas être d'accord, c'est notre position, vous irez plaider plus tard, mais elle doit d'abord s'imposer parce que c'est une décision du gouvernement et franchement, peu importe. » Donc cette lutte permanente entre les décisions européennes et les décisions nationales, je peux vous dire, elles existent tous les jours dans les prises de décision de notre pays. 60% des lois sont d'origine européenne en France, donc ça veut dire que le Parlement a perdu finalement le contrôle de la marche des affaires publiques françaises. Tous décident ailleurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de légitimité ailleurs. Le ailleurs, c'est quoi? Donc le Conseil d'État, quand j'aurais dit, écoutez, vous avez pris cette décision, elle est extrêmement grave, parce que les conséquences, c'est que vous avez écarté la loi, donc c'est un sacrilège que vous avez commis contre la souveraineté. Et les conséquences, c'est que maintenant, le législateur, quand il prend une décision contre une directive européenne, par exemple, si on avait décidé de le faire dans la crise agricole, sur les décisions qui ont été prises par l'Union européenne, qui sont stupides, délirantes, sur les normes, si on dit... Ou tout simplement sur le marché de l'électricité. On avait parfaitement... On va revenir, alors, le Conseil d'État aurait donné raison à une norme européenne contre la loi du Parlement français souverain. Donc là, c'était un sacrilège. Donc je leur ai dit, cette décision-là que vous avez prise, cette jurisprudence-là, il faut la renverser. Si vous voulez rétablir la souveraineté, commencez par là. On va y arriver sur les moyens notamment de la renverser. Sur un deuxième arrêt que vous visez, que vous avez dénoncé, le French Data Network, c'est un arrêt de 2021. Mais d'abord, pourquoi cette décision de 89 sur l'arrêt Nicolo du Conseil d'État? Vous l'avez dit, ça existe depuis Napoléon. Jusqu'ici, on faisait primer la loi française. Pourquoi soudain les juges ont décidé de faire primer les traités européens? Est-ce que c'est par européisme? Est-ce que c'est parce que aussi ça leur donne un véritable pouvoir politique? Probablement, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'en vérité, le Conseil d'État, les juges administratifs ont décidé finalement de se déclarer plus fort que le législateur. C'est une prise de pouvoir. Bon, c'est de la politique. C'est un problème. Parce qu'ils n'ont aucune légitimité, on le rappelle, ils sont pas élus. Moi, si vous voulez, le député qui vote mal, je vote plus pour lui. Le juge qui prend cette décision, je peux rien faire. C'est tout le problème de la souveraineté. C'est-à-dire que le juge, il est inamovible parce qu'il est indépendant, et c'est d'ailleurs très bien que ce soit ainsi, mais il ne peut pas accéder certains pouvoirs fixés par la Constitution. Donc le Conseil d'État n'avait pas à prendre cette décision. Un jour, Jean-Pierre Chevènement, dans un colloque, a discuté quasiment publiquement avec le vice-président du Conseil d'État de l'époque, qui était Marsolon, grand juriste, très, très respecté, et il avait dit « Que voulez-vous, c'est l'ère du temps ».
en vérité, c'est un affaiblissement de notre souveraineté et sur lequel il va falloir revenir. Par exemple, la Constitution dit les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, mais à la condition que le Parlement est ratifié. Mais le Parlement qui a ratifié en 1989, il n'est pas obligé de continuer à dire « je ratifie ». Il peut retirer sa ratification. Il peut dire « je corrige » parce que ce sont des bêtises. Ce qui était vrai en 2000 ne l'est plus en 2025, 25 ans plus tard. C'est la souveraineté, c'est ça, c'est le droit de choisir. La politique, hein, précisément. J'allais dire, juste sur le pouvoir des juges, ils sont très critiqués, notamment les juges administratifs. Est-ce que leur rôle, c'est simplement d'être la bouche de la loi, à votre avis, ou est-ce que finalement, il y a une évolution des choses et ils doivent être co-législateurs d'une certaine manière? Ils n'en ont pas la légitimité. C'est absolument impossible dans un régime de séparation des pouvoirs que des magistrats puissent être législateurs. Et s'ils le deviennent par la bande, en s'abritant derrière le droit, par l'interprétation du droit, pour devenir en quelque sorte législateurs, il y a là un excès de pouvoir de la part des juges. Donc, finalement, on accuse souvent les politiques de violer la séparation des pouvoirs. Est-ce que le problème de notre époque, c'est pas exactement l'inverse? Des juges qui empiètent sur le pouvoir des politiques. C'est tout le problème. C'est aussi vrai dans l'autre sens. Quand vous avez des politiques qui injurient des juges parce qu'ils sont pas contents de la décision, notamment en matière pénale, ça n'est pas brillant. D'ailleurs, pendant 18 ans d'engagement public, je me suis toujours abstenu de commenter une décision de justice, par respect pour la séparation des pouvoirs. Vous comprenez que les trois pouvoirs doivent être séparés. D'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est rappelé que une société où les pouvoirs ne sont pas séparés n'a pas de constitution. Donc attention, c'est extrêmement sensible. Donc quand des magistrats empiètent sur le pouvoir du législateur, ils commettent une violation de la séparation des pouvoirs. Quand les politiques empiètent sur les prérogatives des magistrats, ils commettent une violation de la séparation des pouvoirs. Arnaud Montebourg, merci. On poursuit la discussion après une courte pause. Toujours en toute vérité sur Sud Radio, on continue à parler de ce sujet de la souveraineté qui vous tient pas cœur et notamment de la souveraineté juridique. Est-ce que les juges empiètent sur le travail du législateur? On en parle tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, entrepreneur, qui a pris ses distances avec la vie politique, mais qui continue à porter certains sujets politiques au sens noble. On connaît votre combat pour la souveraineté. Vous êtes exprimé sur la souveraineté industrielle, la souveraineté politique également. Vous avez décidé de mener le combat aujourd'hui contre une partie des juges dont vous estimez qu'ils empiètent finalement sur le travail du législateur. Ça a commencé, vous nous l'avez raconté, par une invitation du Conseil d'État. Sur ce, vous leur avez dit, vous êtes une partie du problème. Vous avez fait une note, note que le Conseil d'État a refusé d'ailleurs de publier. Elle va être publiée dans quelques jours, je crois, par la Fondation Respublica. Mais pourquoi le Conseil d'État a refusé cette contribution? Après tout, c'est eux qui vous avaient invité. Écoutez, ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas l'habitude de publier les contributions extérieures. Bon, soit, c'est leur habitude. J'ai donc décidé de la rendre publique parce que je crois qu'elle permet de poser les termes sérieusement du débat et la manière dont, finalement, le Conseil d'État a participé, a pris une responsabilité très lourde en mutilant la souveraineté juridique du pays. Et pour moi, c'est un point tout à fait fondamental parce que quand je suis allé les voir et qu'ils m'ont invité, j'aurais dit, vous devez renverser votre jurisprudence. Vous devez corriger les erreurs que vous avez faites. Et il faut renverser la jurisprudence, Nicolo. Ce n'est pas à vous de dire qu'un traité doit être appliqué par préférence d'une loi. C'est au législateur de prendre la responsabilité politique, de dire, moi je contredis une décision de l'Union européenne et j'en rendrai des comptes devant les institutions européennes. Ça, c'est ma responsabilité. Vous, votre travail, ce n'est pas de faire perdre au Parlement sa souveraineté. Si vous faites ça, vous n'êtes plus des juges. Vous êtes quelque chose d'autre qui n'existe pas dans la Constitution. Et donc, je leur ai dit, attendez-vous à ce que on vous remette dans le droit chemin. Parce que si vous ne renversez pas votre jurisprudence, les Français s'en empareront tôt ou tard et vous demanderont de revenir, soit par une réforme constitutionnelle explicite,
qui vous interdira d'intervenir dans le champ du contrôle de la loi, du contrôle ce qu'on appelle de conventionnalité de la loi, c'est-à-dire le respect par la loi des traités et des conventions internationales, et vous serez en situation finalement d'accusé. Or, nous avons besoin d'une juridiction administrative de haut niveau, on n'a pas besoin de faire des confettis avec des institutions mémorables ou immémorielles. Vous voyez ce que je veux dire? On y reviendra. Donc, quand vous avez été les voir dans cette note, vous visez l'arrêt Nicolo dont on a parlé, puis ce qui fait primer finalement les traités sur la loi française. Vous visez également un second arrêt, vous qualifiez de forfaiture également, le French Data Network, décidé en 2021. C'est une réaction notamment à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande prise l'année précédente. Celle-ci avait estimé que les institutions européennes avaient outrepassé leurs pouvoirs en bafouant la souveraineté des peuples dans l'affaire du rachat de titres publics par la BCE. Donc en réalité, c'est une décision de la Cour de Karlsruhe de rétablir la souveraineté en Allemagne. On a pour le coup, on a une Cour suprême allemande qui dit l'Europe ne peut pas tout se permettre, c'est la Constitution allemande qui prime. Sauf qu'en France, le Conseil d'État a décidé que c'était pas valable pour la France. Je résume pour nous, mais vous allez le faire mieux que moi. Non, mais c'est très, très, très juste. Les Allemands ont mis en place un système juridictionnel qui sanctionne les excès de pouvoir de toutes les institutions européennes, soit la Commission, le Parlement et par ailleurs la Cour de justice de l'Union européenne. 27 juges réunis à Luxembourg qui prennent des décisions. Alors par exemple délirant, ils ont décidé d'appliquer les 35 heures à nos forces armées. Quelle est la légitimité de 27 juges à Luxembourg de dire on va appliquer le droit du travail aux forces armées? Ça nous concerne nous. On fait ce qu'on veut de nos forces armées. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une atteinte concrète à la souveraineté. Donc, en Allemagne, il y a un tribunal qui s'appelle le tribunal constitutionnel Karlsruhe, qui est régulièrement saisi des excès de pouvoir de l'Union européenne et qui dit « ça c'est illégal, j'arrête ». Et donc, il y en a eu 4, 5, c'est une jurisprudence constante depuis 20 ans. Oui, j'ai parlé de l'exemple de la BCE, mais il y en a plein. Il y en a d'autres, oui. Il y en a plein. Donc, c'est un tribunal qui contrôle ce qu'on appelle les excès de pouvoir de l'Union européenne. Et il y en a. Pourquoi y en a-t-il? Parce que les institutions européennes ont une stratégie invasive. Ils ne sont pas enfermés dans des compétences dont ils ne peuvent pas sortir. Ils décident de leurs propres compétences. Donc, ils s'occupent de tout et de n'importe quoi. Regardez le Parlement, il légifère sur tout et n'importe quoi. Vous me direz, au moins, ils sont élus. Mais la Commission européenne, elle décide hors traité de réglementer le marché de l'énergie, de fixer les prix de l'électricité à partir de celui du gaz et de nous infliger ça alors que nous, alors que c'est destructeur, par exemple, de notre économie. Ça, ce sont des décisions purement invasives de l'Union européenne qui décide de sa propre compétence. Qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État? On va revenir au Conseil d'État, évidemment, mais du coup, comme vous êtes entré dans la Commission européenne, c'est quand même intéressant de voir. Le système institutionnel européen, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Puisque c'est pas un système fédéral. À la limite, d'ailleurs, un système fédéral, les peuples voteraient pour un gouvernement élu. C'est plus tout à fait une confédération d'États-nations. On est dans une logique, finalement, supranationale, avec, en fait, ce que vous nous dites, des techniciens non élus qui s'arrogent des compétences. Alors, exactement. Vous avez aujourd'hui une fabrique de normes à jet continu en provenance de l'Union européenne qui décide d'intervenir dans tous les domaines. Alors, comme vous le savez, le Parlement n'a pas l'initiative des lois au plan européen, donc c'est la Commission européenne qui fabrique des directives, jet continu, et puis après, il y a une partie qui est approuvée par le Parlement, une partie par le Conseil des États, donc c'est un système assez opaque, qu'on appelle le trilogue dans certaines compétences, dans certaines autres, il n'y a que les États, dans l'autre, c'est seulement le Parlement et la Commission, donc vous avez une fabrique permanente de règles qui tombent dans un cas d'intégration juridique des peuples, des nations, des États, des sociétés, et qui concerne la vie quotidienne de tous les Européens. C'est contre cela, finalement, que se sont révoltés les agriculteurs il y a quelques mois? C'est contre cela que s'est révolté le tribunal de Karlsruhe. Alors voilà, revenons. On parlera peut-être des agriculteurs. C'est contre ça que s'est révolté le tribunal de Karlsruhe en Allemagne. Il dit, ça c'est interdit. Vous avez des compétences sont fixées dans les traités. Tout ce qui est hors compétence, je censure. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé un jour? C'était en 2021, le Premier ministre lui-même,
qui est, je rappelle, dans la Constitution et dans l'organisation de l'État, le président du Conseil d'État. Le magistrat qui dirige le Conseil d'État, là aujourd'hui c'est M. Tabuteau, à l'époque c'était Marcellon, et n'est que vice-président. Le Premier ministre lui-même demande au Conseil d'État de censurer, comme l'a fait le tribunal de Karlsruhe, une décision prise par la Cour de justice de l'Union européenne qui avait privé les États, dans sa jurisprudence, de contrôler les messageries réseaux sociaux cryptés qui permettent aux trafiquants de drogue et toutes sortes de délinquances de prospérer. Et il avait dit, c'est la décision French Data Network de 2021. C'était M. Castex. Il avait dit, censurer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit aux polices, à la police française, d'aller voir ce qui se passe sur la messagerie cryptée. Je vous rappelle, c'est un des trous noirs du trafic de drogue aujourd'hui, on n'arrive pas à vaincre. Peut-être même du terrorisme également. Évidemment. Enfin, et donc, il y avait un enjeu de sécurité nationale. Exactement. Et donc, vous censurez cet excès de pouvoir d'une institution européenne. Qu'est-ce que fait le Conseil d'État ? Je m'en lave les mains. Ponce Pilate. Donc, en clair, quand la loi française nationale, décidée par des députés légitimement élus, souverains, décide de contredire une norme européenne, le Conseil d'État tape sur les doigts du Parlement. Quand l'Union européenne, dans sa stratégie invasive, décide de prendre des décisions contre nos intérêts nationaux, il refuse de lui taper sur les doigts. Donc en clair, le Conseil d'État est devenu une juridiction de l'Union européenne et non plus une juridiction française. Et ça, c'est inadmissible. Et je vous rappelle que c'est une défaite que le Conseil d'État a infligée au Premier ministre de la France. Donc ça, c'est inadmissible. Est-ce que les politiques n'ont pas une responsabilité? Parce que vous en parlez, je pense que les citoyens français ne savaient même pas ce qu'était cet arrêt French Data Network. Et à l'époque, on n'a pas beaucoup entendu Jean Castex se rebeller. Après tout, vous l'avez dit, c'était lui le patron du Conseil d'État. Pourquoi il ne leur a pas dit là, vous êtes dans une dérive complète? Il y a quoi? Il y a une forme de politiquement correct. C'est pas bien vu pour un politique de s'en prendre à la justice, même à la justice administrative. Moi, je pense que la réaction que le pouvoir aurait dû avoir, c'était de transformer, de réformer les textes juridiques pour obliger le Conseil d'État à contrôler l'Union européenne. Il pouvait parfaitement le faire savoir par une loi organique. Et je pense qu'on aurait même pu le faire sur la protection des intérêts de la souveraineté du législateur. Donc nous avons, là, maintenant, une dérive. Donc, ils font, au Conseil d'État, ils font un colloque, des études sur la souveraineté. Je leur dis, commencez par transformer votre jurisprudence, que vous êtes la cause des problèmes de perte de souveraineté que nous subissons en France. Et voilà deux exemples qui sont extrêmement forts. Et c'est intéressant parce que dans l'Union européenne, toutes les juridictions ne raisonnent pas comme ça. Donc, nous avons maintenant 5 cours suprêmes sur le dos, qui fabrique donc la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, la Cour de cassation, qui envoie tous les jours des décisions qui ne relèvent pas de la légitimité démocratique. Les juges ne sont pas élus. Il n'y a que dans les cours d'assises qu'on a des jurés élus qui prennent des décisions extrêmement lourdes, puisqu'ils condamnent à parfois des années, des décennies de prison certains criminels, et donc ce sont des décisions lourdes à prendre. Mais ils sont élus, ou tirés au sort, ou par exemple les magistrats de commerce sont élus par leur père, les juridictions de prud'homme élus. Mais tous ces magistrats ne sont pas élus, mais ils prennent des décisions extrêmement lourdes, graves, qui portent atteinte à notre souveraineté. Donc là, il faut y mettre un terme. Alors, il y a un certain nombre de voix qui se sont élevées sur ce sujet. Il y a un très bon livre de l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schuttel, qui a écrit, conseiller d'État lui-même, qui a écrit un livre, La démocratie au péril des prétoires. Donc lui, il va encore beaucoup plus loin que moi. D'abord parce que lui, il considère qu'il y a une tendance générale de la société à s'en remettre aux juges, et cette judiciarisation a pour conséquence de faire disparaître les choix souverains de notre propre destin. Confisquer aussi le pouvoir des politiques. On y revient, on continue à en discuter après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, à tout de suite avec Arnaud Montebourg.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, qui s'est retiré de la vie politique, mais qui aime encore porter des sujets d'intérêt général, qui défend la souveraineté, et notamment la souveraineté juridique, à travers une note qui vise le Conseil d'État. Il nous en a parlé, le Conseil d'État qui a pris 2 arrêts, finalement, prenant du pouvoir, je dirais, sur le législateur, un arrêt qui fait primer les traités sur les lois votées au Parlement, et ensuite un arrêt qui refuse de censurer certaines lois votées par l'Union européenne, alors que, par exemple, vous nous l'avez expliqué, en Allemagne, la Cour de Karlsruhe le fait très bien, assume finalement que l'Allemagne demeure souverain, demeure un pays souverain. En France, on a des juges qui finalement, vous nous l'avez dit, empiètent de plus en plus sur le travail du législateur et donc de la souveraineté populaire, puisque le législateur est élu légitimement et représente le peuple français. Mais j'aimerais vous reposer une question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu. Pourquoi les politiques se laissent faire ainsi? Est-ce que il y a une forme de peur d'être accusé de violer la séparation des pouvoirs? Je vous dis ça notamment parce qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement controversé en Europe pour cette raison-là. C'est Viktor Orban, par exemple, parce que la première chose qu'il a fait en arrivant au pouvoir, c'est finalement de diminuer le pouvoir de toutes ces cours suprêmes, de ces juges non élus. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui Viktor Orban qui empiète sur la démocratie, ou est-ce que ce sont les juges qui empiètent sur la démocratie, puisque la démocratie, c'est d'abord la souveraineté populaire? Je ne me situe pas dans une sorte de croisade pour la diminution du pouvoir des juges. Je dis que eux sont sortis comme une rivière qui aurait débordé, ils sont sortis de leur lit indûment, et qu'il faut qu'ils reviennent là où ils étaient auparavant. Qu'est-ce que je demande? Je demande qu'on revienne à avant 1989. Franchement, le respect du législateur et des décisions qu'il prend, même postérieurement, et contre des décisions prises par l'Union européenne, n'a jamais empêché la construction européenne de progresser. C'était possible. Et vous avez, dans la note que j'ai livrée, des analyses proposées par Nicole Questiot, commissaire du gouvernement, dans un dossier assez similaire à celui de Nicolo, où la décision était exactement l'inverse. Donc avant, la Constitution était la même. Et la France était une démocratie. Et la France était ben oui. Et donc moi je leur demande de revenir à l'état antérieur. Et puis sur l'affaire finalement le contrôle des excès de pouvoir de l'Union européenne, on leur demande de s'aligner juste sur l'Allemagne. Je ne parle pas de Hongrie, je ne parle pas de Pologne, non, mais je parle juste de choses que nous sommes en droit de demander à des magistrats qui ne sortent pas de leur fonction établie institutionnellement. Je m'excuse d'évoquer la Hongrie et la Pologne, parce qu'effectivement le sujet peut apparaître dérangeant, mais moi en tant que journaliste, alors c'est très compliqué parce qu'il faut connaître les systèmes juridiques de chaque pays, mais je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il y a une vraie dérive antidémocratique en Pologne ou en Hongrie, ou est-ce qu'il s'agit simplement de reprendre une partie du contrôle dont ils ont été dépossédés? Mais on a besoin de magistrats indépendants. Donc quand tout pouvoir qui cherche à remettre en cause l'indépendance de la justice est dangereux. Pourquoi? Et d'ailleurs, je rappelle que sous la monarchie, la concentration des pouvoirs, l'exécutif, c'est le législatif, et le judiciaire, c'est le roi, c'est l'exécutif et le législatif. Donc cette concentration a pour effet de dire, je prends des décrets, je les fais exécuter, et ceux qui ne les exécutent pas, je les mets en prison moi-même. Bon. Cette séparation des pouvoirs, cette confusion absolue des pouvoirs, cette unification des pouvoirs, est une régression démocratique très dangereuse, puisqu'elle ouvre la porte à l'arbitraire. Voltaire a écrit ses édits sur la tolérance
parce que précisément on persécutait, en utilisant cette confusion des pouvoirs, on persécutait qui on voulait, et particulièrement les huguenots, les protestants. C'est l'affaire Calas, vous vous souvenez de cette histoire. Donc en fait, j'allais dire, code génétique démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Donc, quand l'un excède ses pouvoirs, il faut lui taper dessus et qu'il revienne à sa place. Moi, je ne suis pas pour qu'on porte atteinte à l'indépendance des juges. On a besoin de juges indépendants. Mais on a besoin de juges indépendants qui respectent le législateur, qui fassent respecter les traités et nous permettent, à la France, de prendre des décisions souveraines. Je ne demande pas grand-chose, finalement. Je demande 2 petits points de couture sur les dérives du Conseil d'État. Ce sont des dérives. Ils le savent très bien. Parce que quand je leur ai dit dans les yeux, je voyais bien qu'ils dansaient sur leur siège. C'était pas très agréable à entendre pour eux. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils savent très bien qu'ils sont allés trop loin. Eux-mêmes le savent. Alors, il faut corriger ça. Ils peuvent le faire d'eux-mêmes. On n'est pas obligé de corriger, de réformer la Constitution, comme le propose Jean-Éric Schuttel, comme d'autres. Hein. Ils peuvent revenir sur leur jurisprudence, c'est ça que vous... Moi, je serais le gouvernement, je saisirais une nouvelle fois sur les 2 sujets. Je leur demanderais solennellement, dans un arrêt d'assemblée, de revenir sur le sujet. Et s'ils ne le veulent pas, eh bien, on transformera la Constitution. Je ferai ça. Mais je ne veux pas entrer dans l'idée que, et excusez-moi, c'est mon histoire démocratique, d'amoureux de la démocratie. Je suis pour la séparation des pouvoirs, je pense qu'elle a une vertu. Mais là, c'est pas la séparation des pouvoirs, c'est la prise de pouvoir d'un pouvoir sur les autres. Et la prise de pouvoir d'un pouvoir sur les autres qui a des conséquences démocratiques très importantes. Parce qu'on a parlé du Conseil d'État, en réalité, c'est les 5 cours suprêmes, hein, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne. Toutes ces instances-là prennent des décisions, ne se contentent pas d'appliquer les décisions du législateur. Et est-ce qu'elles ont fini par alimenter finalement la fracture entre le peuple et les dirigeants? Parce que les Français ne savent pas toujours que les hommes politiques ont les mains liées et ont l'impression d'une impuissance publique, de voter pour certains programmes et finalement qu'il y a rarement de résultats ou de mise en application. Le dernier exemple qu'on peut citer, c'est le Conseil constitutionnel qui censure quasiment les 3/4 de la loi immigration. Est-ce que là, il n'y a pas une dérive aussi du Conseil constitutionnel qui finalement ligote les pouvoirs du Parlement? Écoutez, j'étais parlementaire et je me souviens qu'à chaque fois qu'on déposait un amendement, j'ai été pendant 15 ans. J'ai vu cette évolution. Vous avez toujours des gars qui ont des grimoires, qui sont des administrateurs à l'Assemblée nationale, des gens très compétents, très sérieux, très bons juristes, qui vous disent « Ah, ça, c'est pas constitutionnel. Ah, ça, vous pouvez pas. Ah, ça... » C'est-à-dire qu'en fait, l'augmentation du droit constitutionnel est devenue si puissant, si fort, que le poids du législateur par rapport au droit constitutionnel est devenu... à rétrécir au lavage au fil des années. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de saisines du Conseil constitutionnel, et maintenant il y a la question prioritaire de constitutionnalité qui amène le citoyen dans ses procès à parfois soulever une question de non-constitutionnalité d'une loi, et là le Conseil constitutionnel donne parfois raison, donne tort, mais ça fabrique de la jurisprudence. Donc en fait, cette jurisprudence ficelle le législateur. Donc là, il y a un moment où on va se retrouver, par exemple, quand on avait voulu rendre progressif, je sais plus, dans la fiscalité, hein, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises au fil du temps, parfois même un peu contradictoires. On n'y comprend plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la multiplication des règles fait que on se retrouve dans une situation où on est dans le maquis et on se pique de partout. Alors ça, cette situation-là, je crois qu'elle pourrait être entendue par le Conseil constitutionnel. Par exemple, ils avaient une jurisprudence, ils disaient, il n'y a pas... Et d'ailleurs, le président actuel, Laurent Fabius, quand il est amené à s'exprimer sur sa jurisprudence, sur la manière dont le comportement institutionnel du Conseil constitutionnel, il rappelle toujours qu'il n'est pas le législateur. Il fait très attention de ne pas se substituer. Mais il faut dire que depuis 30 ans que se sont accumulés de la jurisprudence, le législateur, dans son travail quotidien, est de plus en plus comprimé. Donc ça, il y a un travail à faire avec le Conseil constitutionnel sur, finalement, la clarification du droit constitutionnel. Ce qui est de l'ordre de la Constitution, on n'y touche pas, le législateur n'y touche pas.
Ce qui est de l'ordre du législateur, il faudrait lui donner un peu plus d'oxygène. Ça, il n'y a pas, d'excès de pouvoir. Il y a une accumulation de règles depuis le temps qui passe. Et donc là, à un moment, peut-être qu'il faudrait en discuter avec le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'il compte faire pour clarifier les choses et puis ralentir finalement l'excès de contrôle tatillon, vétilleux sur les décisions des législateurs. Il y a le Conseil constitutionnel, on l'a dit, il y a toutes les autres cours. C'est pas pour axer simplement sur cette question, parce que vous l'avez rappelé, ça a des conséquences en matière fiscale, en fait, ça a des conséquences partout. Mais c'est vrai que la question de l'immigration est peut-être le sujet le plus visible quand Gérald Darmanin veut expulser un imam manifestement intégré. Ça prend 6 mois parce qu'il y a le droit de la famille, etc., qui s'y oppose. Est-ce que ça, à la fin, ça n'aboutit pas tout simplement à faire monter, je ne sais pas s'il faut les qualifier d'extrêmes, mais en tout cas les partis aujourd'hui dits populistes que les tenants du pouvoir jusque-là qualifient d'extrêmes. En tout cas, est-ce que ce ne sont pas finalement les meilleurs agents en ligotant ainsi le pouvoir des politiques? Il est vrai que l'accumulation de normes donne des occasions de recours, des normes supranationales qui s'appliquent sont d'application interne, mais il n'est pas interdit aux législateurs de faire le ménage. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, elle applique la Convention européenne des droits de l'homme. À l'époque, quand elle est entrée dans l'ordonnancement juridique, le gouvernement a fait des réserves. Il est parfaitement possible d'actualiser les réserves en disant, écoutez, moi, sur le regroupement familial, la jurisprudence aujourd'hui, c'était pas la même il y a 20 ans ou 30 ans, la jurisprudence d'aujourd'hui est incompatible avec ce qu'on fait. Donc, on émet des réserves. Et on peut... En effet, mais ça, c'est des décisions politiques à assumer et à affirmer. Mais c'est sûr, si vous avez le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Union européenne, il y a un moment, c'est plus vous vous demandez qui dirige la France. Et donc, ça provoque beaucoup de colère, aussi de nostalgie et d'inquiétude chez les Français. C'est tout à fait certain. Je fais partie de ces citoyens ordinaires qui est très inquiet de voir ce qui se passe dans la perte de contrôle de notre propre destin. Je suis un militant, vous l'avez dit, pas seulement du Made in France, mais de manière générale du droit de choisir pour nous-mêmes. Donc ça suppose qu'on ait une économie prospère, qu'on ne soit pas surendetté, qu'on ait des juridictions qui respectent les décisions prises par le Parlement, que le droit supranational ne soit pas trop invasif. Et franchement, la façon dont l'Union européenne s'est embarquée dans une intégration juridico-politique de tous les pays européens ne peut pas fonctionner, puisque pour moi, elle programme la mort de l'Europe. C'est ce qui a provoqué le Brexit. Pourquoi? Parce que quand, au lieu d'unir, vous unifiez et uniformisez, au lieu d'unifier, vous uniformisez, vous mettez sous la toise des peuples qui n'ont pas la même histoire, la même géographie, la même culture, les mêmes usages, les habitudes, et que vous fabriquez à jet continu des normes pour unifier leurs pratiques, mais il y a un moment, ça craque. C'est une camisole de force. Moi, j'avais voté favorablement à Maastricht comme citoyen. Ensuite, comme parlementaire, j'avais voté au début un certain nombre de choses, le traité de Nice. Puis après, j'ai commencé à m'abstenir, puis à voter contre. Maintenant, je suis contre. La camisole craque. La camisole craque dans ma tête personnelle de citoyen européen. Bien sûr qu'on a besoin de l'Europe, mais ça ne peut pas marcher. Et dans la tête des Français, on continue à en parler après une courte pause. Merci Arnaud Montebourg. À tout de suite, en toute vérité, sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité ce dimanche avec pour invité Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie. On a parlé pendant une cinquantaine de minutes quasiment de la question de la souveraineté juridique, une question un peu technique, mais on a vu que c'était une question de démocratie et que malheureusement on se demandait de plus en plus qui est-ce qui dirige la France. Est-ce que ce sont les juges ou est-ce que ce
sont les hommes politiques élus. Mais la question de la souveraineté ne s'arrête pas au sujet juridique. Vous êtes un militant depuis longtemps de la souveraineté industrielle. Arnaud Montebourg, vous avez débattu récemment avec le ministre de l'économie, enfin le ministre de l'Industrie, pardon, Roland Lescure. C'était dans l'Express. Le président de la République parle désormais de souveraineté industrielle. Est-ce que cela dit, la réindustrialisation est réellement en marche, Arnaud Montebourg? Écoutez, on a des résultats qui sont encourageants, c'est-à-dire qu'on a une attractivité retrouvée avec des gigafactories qui s'installent, des réouvertures d'usines, mais enfin, le parcours à accomplir est immense, parfois décourageant. Je vous donne les chiffres. On a, si on décide de mettre à l'équilibre, pas excédentaire, hein, à l'équilibre notre balance commerciale, c'est-à-dire la dépendance, c'est le juge de paix, la balance commerciale de la souveraineté économique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est obligé d'acheter aux autres parce qu'on ne sait plus le produire. Voilà, ou on ne sait pas le produire à des prix compétitifs. Bon, bah, donc on ne le produit pas, nos usines font faillite et on va l'acheter ailleurs. Bon, bah, nous sommes, franchement, la lanterne rouge de l'Union européenne et ça ne s'améliore pas. Donc, notre sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut faire comme effort pour remettre la balance commerciale à l'équilibre? Il faut qu'on passe de 10 points de PIB. C'est 10% aujourd'hui là, en valeur industrielle dans la richesse nationale, l'industrie. Les Allemands, c'est 23. Les Italiens, c'est 19. Si on remet 5 points, qu'on passe de 10 à 15, c'est le niveau de l'Espagne. Bien. Il faudrait qu'on investisse 30 milliards de plus par an dans l'industrie. Il faudrait qu'on crée 1 million d'emplois, donc 350 000 industriels et puis autour tout le serviciel. 1 million d'emplois. Il faut qu'on trouve 22 000 hectares pour créer environ 1000 usines, c'est-à-dire 10 usines par département et par an. Vous voyez l'ambiance. Et il faut qu'on relocalise sur le sol national entre 50 et 70 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est... Tout ça dans un contexte budgétaire contraint. C'est ce qu'on a laissé chuter en 30 ans, il faut le refaire en 10 ans. Ça, c'est en admettant qu'on le fasse pendant 10 ans avec des équipes gouvernementales qui changent tout le temps et qui sont quand même d'accord pour faire toujours la même politique. Ce qui nous a manqué ces dernières années, admettons-le. Et donc, c'est un travail énorme et c'est un travail microéconomique. C'est-à-dire qu'il faut prendre produit par produit et remonter des boîtes. Voilà. Par exemple, moi, j'ai fait faire une étude avec les équipes Made in France, mon entreprise. J'ai demandé à un très bon, à des gens qui sont très bons sur les questions agricoles. Je leur ai dit, voilà, quels sont les 10 produits stars que consomment les Français et qu'on achète à 90% à l'étranger. Ouais. On a pris il y en a pour 7 milliards d'euros de déséquilibre de la balance commerciale. C'est pas rien. 10 produits, 7 milliards. C'est pas rien quand même. Et alors, quels sont ces produits? Peut-être pas le les saumon, les chips et les frites. Ah oui. Bah oui, on fabrique des pommes de la terre, French fry, elle est faite en Belgique. Elle est faite en Belgique. Voilà. Les pâtes, on fait le blé dur, mais on les fait faire en Italie. On a perdu beaucoup de capacité de production. L'huile d'olive, les fruits rouges, les fruits et légumes, les fruits secs, etc., etc. C'est pour ça que j'ai relocalisé, on a remonté la filière de l'amande dans le sud de la France. Donc, ces 10 produits-là, si on a fait le calcul, pour rétablir 100%, il faudrait qu'on investisse 9 milliards d'euros en très peu de temps. Bon. Aujourd'hui, le plan de relance, c'est 54 milliards. Beaucoup de cet argent est utilisé à décarboner des sites industriels existants, donc il n'y aura pas d'apport. Malheureusement, ça ne va pas réindustrialiser, ça va rendre plus compétitif dans les années à venir parce que moins carboner toute l'industrie existante sur le sol, tant mieux, il faut le faire, mais ça coûte très cher et ça ne rapporte pas de réindustrialisation ni d'emploi. Donc on n'a pas pris la mesure de l'ampleur du chantier. On n'y est pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut de l'argent privé. Il y a de l'argent public. On peut au moins rendre cet hommage au gouvernement d'avoir mis en place un plan de financement de la réindustrialisation. C'est France 2030. Mais et avec un gars capable à sa tête, Bruno Bonnell, que je salue. Mais on n'a pas l'argent privé. Il n'y a pas d'argent privé qui s'investisse dans l'industrie.
Dans la tech, oui, dans les startups, techno, oui. Mais ça, c'est pas de l'industrie. Parce que finalement, philosophiquement, même si ça bouge un peu, la bataille n'est pas gagnée. Dans la tête des élites, l'industrie appartient au passé, puisque vous nous dites qu'on met beaucoup d'argent dans la tech, etc. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore pris le taureau par les cornes, en fait. C'est bien, c'est à l'agenda politique, tout le monde parle de souveraineté, mais en fait... On n'y est pas encore. Il nous reste peu de temps. Arnaud Montebourg, il y a une question dont on parlait beaucoup, vous l'avez évoqué d'ailleurs dans l'émission il y a 6 mois, parce qu'on craignait le blackout, l'hiver dernier, c'est celle de la question de l'électricité, du marché européen de l'électricité, de la production de l'électricité. On a l'impression que ce dossier est réglé. Est-ce que c'est le cas ou pas? Écoutez, on a de l'électricité qui est 3 à 6 fois plus chère que ce qu'elle était avant l'emballement du système de formation des prix européens, qui n'est pas lié à l'Ukraine, c'était antérieur à l'Ukraine. Quand même juste découpler les choses. Ça s'est aggravé avec l'Ukraine, mais ça avait commencé avant. Nous avons aujourd'hui un niveau d'inflation qui est alimenté par le prix de l'énergie et de l'électricité, alors que nous fabriquons de l'électricité 3 fois moins cher, mais nous la payons 3 fois plus cher. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé de nous conformer religieusement au droit européen, alors que, si le Parlement d'ailleurs avait eu le courage de le faire, on aurait voté. Il y a une majorité pour ça, à mon avis. Une loi disant les prix de l'électricité sont fixés par le Parlement, point à la ligne, c'était terminé. Le Conseil d'État, vous voyez, là-dessus, si le Parlement avait eu le courage de faire ça, le Conseil d'État, lui, il aurait dit non, j'applique la directive européenne. Il aurait censuré. Ouais, voilà, c'est ça le sujet. C'est un sujet de souveraineté. Et donc, aujourd'hui, vous avez une explosion des faillites, des toutes petites entreprises, TPE, PME, on est au même niveau de défaillance que pendant la grande récession de 2008-2009. On a même dépassé de quelques pourcents. Donc, quand on dit ça au gouvernement, il dit c'est pas vrai. Bon, très bien, je sais pas pourquoi ils disent c'est pas vrai, mais on est dans un contexte de destruction économique aujourd'hui à cause du prix de l'énergie. Donc moi, je suis favorable à la reprise de la souveraineté énergétique de notre pays par une loi parlementaire prise par le Parlement fixant le prix de l'énergie en fonction de l'intérêt national. Tant pis pour le délire du système de formation des prix européens auquel le gouvernement s'est obstiné à se conformer. Le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, on le rappelle. Oui, il est indexé. On a organisé une fausse concurrence, vous le savez, avec des brokers. Les brokers, c'est les dealers de l'économie. Hein, ça me fait penser à la chanson de Gainsbourg, va casser la gueule aux dealers. Qu'est-ce qu'on attend d'aller casser la gueule à tous ces dealers qui sont en train de détruire l'économie? Donc vous avez des gens dans les PME, pas que des boulangers, qui bossent, qui ont vu leur facture d'électricité manger toute leur marge. Ils ont arrêté l'investissement, ça c'est dans le meilleur des cas. Ils font des plans sociaux qui ne disent pas leur nom, 3 personnes s'en vont, c'est des petites boîtes, donc ça se voit pas. Mais en fait, elles vont toutes au tribunal de commerce. Donc ça, il y a un scandale absolument terrible pour notre pays de l'Union européenne s'est retournée contre l'intérêt national. Il faut réagir. Oui, il faut réagir. Arnaud Montebourg, ça pourrait être presque le mot de la fin. Je m'étais engagé à pas parler de politique politicienne. On a parlé de politique avec un grand P. D'ailleurs, c'est l'intérêt de l'émission. Mais je commettrais une faute professionnelle si je vous posais pas au moins une question sur les élections européennes, parce qu'on a parlé d'Europe, si vous voulez, toute l'émission. Qui est-ce qui incarne le mieux aujourd'hui le combat pour la souveraineté dans les candidats ou dans les partis qui sont engagés? Écoutez, je ne vais pas me prononcer sur les élections, pour une raison simple, c'est que sinon je suis reparti dans quelque chose dont j'ai décidé de m'abstraire. Moi, je laisse les gens prendre leurs décisions. Ils savent très bien lire les programmes, ils savent très bien voir ce qu'il y a à gauche, à droite, au milieu, et c'est à eux de choisir. Moi, personnellement, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas répondre à votre question, j'en suis vraiment désolé. Voilà, je suis un citoyen et j'ai droit à l'isoloir.
Eh bien, merci Arnaud Montebourg. Vous avez bien fait peut-être de ne pas répondre à ma question, mais je devais vous la poser. En tous les cas, c'était une réponse, je crois, que nos auditeurs ont compris. Je vous remercie, c'était passionnant et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'En toute vérité. À bientôt. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.